Une semaine avant, et 2 semaines après, il était en contact avec eux. Bonjour à tous, merci d'être venus à la conférence Entreprendre en Asie du Sud-Est, comment sauter le pas. Je suis Capucine Cannon, je suis rédactrice en chef du média lepetitjournal.com. Je vais vous faire un peu une introduction sur Entreprendre en Asie du Sud-Est. D'abord, je vais vous expliquer un peu dans quel contexte on est. Nous sommes actuellement à la Maison de l'expatriation à Paris, dans le 9e arrondissement, un lieu qui est dédié à l'expatriation, que ce soit un départ en expatriation ou un retour en France. Ici, on vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 19h avec des rendez-vous personnalisés et gratuits avec nos conseillers qui répondent exactement à votre besoin. Il suffit juste de prendre un rendez-vous en physique ou franchir la porte ou en ligne. Et puis, vous avez 30 minutes consacrées à votre problématique. Mais aujourd'hui, nous allons parler précisément de l'entrepreneuriat en Asie du Sud-Est. Je vais commencer par vous présenter un peu les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe vraiment en Indo-Pacifique en ce moment? Quels sont les enjeux? Quels sont les pays où il y a le plus d'opportunités en ce moment? Et puis, je donnerai la parole à mes deux invités. Alors déjà, pourquoi l'Asie du Sud-Est? Alors, il y a un mot d'ordre, moi, que j'entends tous les jours quand je fais mes articles de journalisme, c'est « n'attendez pas, les concurrents, ils sont déjà ». C'est vraiment le moment d'y aller, c'est vraiment là où ça se passe. Il y a un ordre mondial qui est un petit peu chamboulé en ce moment et il y a comme un troisième pôle qui se dessine en Asie du Sud-Est. C'est vraiment important, c'est un peu la troisième voie. Hein. Emmanuel Macron, qui a pris la parole en Indo-Pacifique, l'a rappelé plusieurs fois. Mais voilà, les économies cherchent des alternatives entre les États-Unis et la Chine. Ils cherchent à de nouvelles opportunités, ils cherchent à d'autres partenaires. Et la France, les Français, on peut être tout à fait des partenaires de qualité. La France soutient et encourage les entrepreneurs. Les différents ministères prennent la parole, donnent des plans de soutien, de financement, des partenariats, invitent les entrepreneurs à y aller grâce à la team France Export, on va en parler tout à l'heure. Et puis le climat des affaires, hein, il est plutôt bon. Il y a des secteurs qui émergent, il y a la santé, l'équipement de la santé, il y a l'automobile, il y a les nouvelles technologies, il y a l'IA, notamment à Singapour, qui se développe. Donc voilà, il y a tout un climat des affaires qui est quand même assez important. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1 million de Français dans la zone Asie-Pacifique. Voilà, donc c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de Français. On rentre un tout petit peu dans le détail de certains pays parce que c'est ceux dont on parle le plus. D'abord le Vietnam, par exemple, il y a quand même une croissance de 5,4% en ce moment. C'est la 4e économie de l'ASEAN. Il y a énormément d'accords de libre-échange. Ça a une position stratégique. Au niveau de la consommation, il y a quand même 100 millions de consommateurs potentiels au Vietnam qui ont en moyenne 30 ans. Donc, il y a un vrai marché potentiel dans le café, dans les chaussures, dans les téléphones. Et les produits occidentaux, là-bas, ils marchent très bien. Alors, il faut préciser quand même, il y a quelques freins au Vietnam. C'est important de le savoir. Il y a une complicité administrative. C'est important d'en avoir connaissance. Et il y a la barrière de la langue. Moi-même, ayant vécu au Vietnam, l'anglais n'est pas ou peu maîtrisé. Et donc, ça aussi, il faut vraiment avoir conscience de ce frein. Je voulais parler aussi aujourd'hui de la Thaïlande. La Thaïlande, du coup, c'est 70 millions de consommateurs, la première destination touristique de la zone. Donc, tout ce qui est projet, opportunité entrepreneuriale dans le tourisme, je pense que c'est une très bonne idée. 250 filiales françaises qui sont déjà présentes. C'est le 2e partenaire commercial de la France en ASEAN. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi en Thaïlande. Quelques freins quand même, une complexité réglementaire et j'ai noté aussi une concurrence locale qui est quand même assez importante. 3e pays, on en parle beaucoup, c'est Singapour qui représente 60% des exportations de la région de la France. Il y a 1000 entreprises françaises qui sont déjà implantées, 300 VIE. Alors, on va en parler aussi des VIE, hein. C'est une belle opportunité à prendre en compte. Hein. Ce sont des jeunes qui peuvent, du coup, en moins de 26 ans, qui peuvent s'engager dans les entreprises françaises et qui sont un vrai levier pour développer son business à l'étranger. Singapour, on le sait, ressources naturelles, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même un hub incontournable économique qui permet de centraliser. En fait, on s'installe à Singapour et après on exporte
un peu partout dans la zone, donc c'est quand même très, très stratégique. Et puis c'est un des pays où il est le plus facile de faire des affaires aujourd'hui. Il est classé 4e des pays les plus faciles où faire des affaires. Et au niveau des freins, je le disais, effectivement, c'est un petit pays, donc voilà, les débouchés restent tout de même limités, il faut en avoir conscience. De belles opportunités comme une zone économique qui est en train d'émerger, qui s'appelle Johor-Singapour, entre la Malaisie et Singapour. C'est pareil, c'est très intéressant. Dernier pays sur lequel je voulais rebondir, c'est l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, c'est 250 entreprises françaises qui sont déjà implantées en Indonésie. C'est des ressources naturelles qui sont quand même très diversifiées et très denses. Une main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée. Il y a des opportunités avec la nouvelle capitale, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Nusantara, qui est donc la nouvelle capitale politique, mais il y a vraiment je pense, des opportunités, ne serait-ce que par sa position maritime. Il y a quelque chose à penser par là. Et puis, voilà, des opportunités dans l'automobile, dans les nouvelles technologies, dans l'industrie. Voilà, il y a des rumeurs comme quoi on aurait vendu des Rafales au dernier déplacement d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Je dis ça, je dis rien. Et puis voilà. Alors les freins, j'ai noté qu'effectivement, il y a certaines activités où il faut avoir un partenaire indonésien. Donc ça, c'est important de le savoir en amont. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en Asie du Sud-Est. Et puis voilà, lenteur de réforme, peut-être un peu voilà de dessous de table, tout ça. Donc voilà, je préfère le dire rapidement, mais je préfère vous le dire quand même. Concrètement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat en Asie du Sud-Est, il y a quand même des gens sur place qui peuvent nous aider. Et on n'a pas forcément conscience de qui c'est. Il y a d'abord les conseillers du commerce extérieur. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui s'appellent les CCE, donc il y en a 850 qui sont dédiés à l'Asie et dont 650 qui sont déjà physiquement sur place. Globalement, pour vous résumer, les conseillers du commerce extérieur, c'est très souvent des dirigeants ou des hauts cadres d'entreprise qui ont été nommés par le gouvernement pour accompagner les entreprises françaises, leur apporter leur expertise en tant qu'eux-mêmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Et voilà, il y a un vrai accompagnement, c'est bénévole, c'est vraiment une force de l'ombre qu'on oublie souvent, mais il y en a voilà, un petit peu partout, en tout cas en Asie du Sud-Est et partout dans le monde. Il y a aussi la team France Export. Alors en fait, on a réuni tous les acteurs au même endroit. On a réuni Business France, les chambres de commerce et d'industrie, BPI France, et puis d'autres, voilà, évidemment partenaires qui eux en fait sont un peu la force qui va voilà accompagner sur place tout projet entrepreneurial, tout projet d'entreprise, de création d'entreprise, d'implantation de PME, de TPE, même de grandes entreprises sur place. Et donc, je l'ai écrit, il y a 750 conseillers à l'étranger dans plus de 50 pays dans le monde. Donc, c'est vraiment une force sur laquelle il faut s'appuyer le plus possible. Et puis voilà, il y a d'autres forces, il y a les associations d'accueil, on n'en parle peut-être pas assez, mais ce sont des associations qui sont sur place, qui sont reconnues d'utilité publique, qui font partie du réseau de la FIAF, et donc ce sont des réseaux qui accueillent tous nouveaux francophones ou français dans le pays et qui vont les accompagner dans, alors, évidemment tout ce qui est problématique d'installation, de logement, de quartier, mais aussi voilà, tout projet professionnel, reconversion par exemple, création d'entreprise. Il faut vraiment parler d'eux. Et les réseaux d'entrepreneurs, voilà, j'en ai un en tête qui s'appelle The Musette, qui est mené par une Française de l'étranger qui vit à Dubaï et qui, elle, voilà, fait tout un réseau d'entrepreneurs au féminin pour accompagner toutes ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je vais évidemment parler du petitjournal.com. Nous sommes le média de référence des Français de l'étranger. Ça fait 24 ans qu'on existe. On est dans 76 villes du monde. On a une trentaine de correspondants locaux. Nous, on est une équipe à Paris, mais voilà, on a une trentaine de personnes un peu partout. Et nous, on crée des articles, des guides par des journalistes qui ont la carte de presse pour comment entreprendre. Donc là, j'ai quelques exemples sous la main. Je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà, Malaisie, Philippines, Indonésie, Singapour, Inde et évidemment d'autres pays dans le monde. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de liens. Cette présentation vous sera envoyée en fin de conférence pour aller plus loin. Et puis, je suis obligée de reparler une dernière fois
du lieu dans lequel on est. Voilà, nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets d'entrepreneuriat avec précision, en vous donnant exactement les bons interlocuteurs et les bons liens. Donc, n'hésitez pas, le lien est là, le QR code pour prendre rendez-vous est là. Et je voudrais quand même terminer sur un mot que nous, on utilise énormément dans notre métier aujourd'hui, et je pense que je l'écris dans chacun des articles que j'édite chaque jour avec mon équipe, c'est qu'une bonne expatriation, quoi qu'il arrive, d'entrepreneuriat ou autre, c'est une expatriation qui est préparée. Il faut absolument se préparer en amont et il faut absolument se protéger. Et c'est là où je vais justement donner la parole à mes interlocuteurs, qui sont la CFE et ma école Humanis, et je vais passer mon micro tout de suite. Bonjour Rachida. Bonjour Capucine, merci beaucoup. Oui, c'est plutôt à Alexis. Il faut passer la parole, merci. Alors oui, merci en tout cas de nous donner la parole. Donc moi, je suis en charge du développement et du marketing à la Caisse des Français de l'étranger, donc plus communément appelée la CFE. Donc comme son nom l'indique, on est une caisse de sécurité sociale. Donc très peu de personnes le savent, mais en se préparant au projet d'expatriation, et si vous êtes là aujourd'hui connecté ou en présentiel, c'est que vous avez déjà la bonne démarche. Très peu savent qu'il est possible de transposer le modèle de protection sociale, en tout cas de sécurité sociale français, à l'étranger. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on intervient avec Malakoff Humanis, qui se présentera tout à l'heure, Alexis. Mais c'est parce que donc du coup nous, la CFE, on est l'équivalent de la sécurité sociale pour les Français qui vivent à l'étranger, et on a des partenaires, donc des mutuelles, des complémentaires santé, tels que Malakoff Humanis, qui donc assure la complémentaire, notamment sur la partie santé, mais on le verra aussi sur la partie retraite. Donc, grosso modo, effectivement, il y a des slides qui vous seront envoyés, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, le temps de parole est assez court. La CFE a pour rôle, donc on est un organisme de sécurité sociale, comme je le disais, on est régi par une gouvernance de 21 administrateurs qui sont pour la plupart tous des Français de l'étranger, donc qui nous permettent en fait d'avoir le retour en fait des besoins ou des réglementations locales en fait, parce qu'on est vraiment présent partout dans le monde, pour tout le monde. Effectivement, donc c'est le slide d'après. On couvre à peu près 200 000 personnes partout dans le monde, et dans la répartition de notre portefeuille, on couvre à 70% des personnes qui partent en expatriation seules et à 30% des personnes qui sont envoyées par leurs entreprises. Donc on a les deux modes de couverture possibles. Tout dépend en fait du contrat ou des conditions dans lesquelles on part. Donc on est la sécurité sociale, mais j'ai envie de dire que couvre la sécurité sociale, on ne le sait pas nécessairement. Donc je dirais plus communément la partie santé. Donc si on regarde sur sa fiche de paye, c'est le volet maladie, maternité et invalidité, l'assurance retraite, donc la retraite, et les risques professionnels, donc on voit sur notre fiche de paye, plus communément appelé l'accident du travail ou les maladies professionnelles. Donc c'est soit un accident ou une maladie causée dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. L'avantage de la CFE, donc c'est que on transpose les valeurs de la sécurité sociale française. Donc c'est la solidarité et l'universalité. Donc on couvre tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion médicale ni de pathologie. On couvre, il n'y a pas de limite d'âge, donc on couvre de 0 à la mort, pardon. Et quel que soit le pays dans lequel on réside. Donc c'est juste que en fait, quand je dis qu'on transpose le modèle de sécurité sociale, en fait on rembourse l'équivalent de ce que la sécurité sociale française rembourse en France à l'étranger. Donc en fonction des coûts de la santé dans le monde, le remboursement ne sera pas le même, mais on rembourse rarement 100% de la dépense. Donc c'est pour ça qu'il faut dans la majorité des cas avoir une complémentaire santé sur la partie santé. Et donc, on parle de continuité des droits parce que à partir du moment où vous faites le choix de la CFE, alors ça c'est important parce que lorsque l'on est en France, la sécurité sociale est obligatoire. En revanche, quand on part à l'étranger, la CFE n'est pas obligatoire. C'est une option, c'est une assurance volontaire. On est malgré tout un organisme de sécurité sociale, mais c'est vous qui faites le choix d'adhérer ou pas à la CFE. Donc, à partir du moment où vous faites ce choix-là, vous êtes couvert dans la continuité de la sécurité sociale française. Donc, dès le premier jour où vous intégrez la CFE, vous êtes couvert quoi qu'il vous arrive. Et puis, on a un avantage qui est que, effectivement, en étant assuré par la CFE,
sur la partie santé, vous gardez le bénéfice de la carte vitale. Donc, même en vivant à l'étranger, lorsque vous venez en France, vous avez la possibilité de revenir vous faire soigner en France dans le cadre de séjours temporaires. Et là, vous pouvez utiliser la carte vitale et ne pas donc bénéficier des avantages de la carte vitale, c'est-à-dire ne pas avoir à avancer les frais sur la partie que la CFE pourrait rembourser. Donc, c'est ce que je disais, on couvre à la fois ce qu'on appelle les particuliers ou les salariés d'entreprise. Donc, on a plusieurs, donc sur la partie santé, plusieurs propositions de produits. Donc, un produit qui couvre tous les frais de santé partout dans le monde, y compris en France. Donc, c'est le produit Monde Expat Santé avec sa déclinaison Jeune Expat Santé pour les moins de 30 ans. On a un produit qui ne couvre que les frais de santé en France. Donc, ça concernerait des personnes qui s'expatrient dans des pays où le régime de sécurité sociale est obligatoire et équivalent ou meilleur que le système français. Et puis, le produit Retraite Expat Santé qui concerne les retraités. Donc, nos produits sont disponibles soit pour couvrir une personne, soit pour couvrir la famille, sachant que sur la partie santé, donc on a des conditions d'éligibilité. Le titulaire du contrat doit être de nationalité française ou européenne. En revanche, il n'y a pas de condition de nationalité pour la famille. Donc, on couvre à la fois les soins en France et à l'étranger, ou l'un ou l'autre. Et on a des espaces dématérialisés qui viennent d'être faits, là, qui sont tout fraîchement sortis cette semaine. Donc, qui permettent en fait d'être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de pouvoir en fait être en contact avec la CFE à tout moment, puisque le décalage horaire oblige, on ne peut pas répondre à tout le monde de 9h à 17h, et où on peut facilement déposer ses feuilles de soins à tout moment et de manière assez simple et rapide. Je le disais, on a en deuxième garantie l'accident du travail, la maladie professionnelle. Donc ça concerne des personnes qui partent exercer une activité salariée à l'étranger. Donc ça, on verra pas ce soir, mais en fait, en fonction, il y a différentes possibilités d'expatriation. Donc là, en l'occurrence, je vais m'adresser aux personnes qui ont un contrat de travail à l'étranger. Et donc, comme en France, en fait, lorsque l'on travaille pour un employeur, s'il nous arrive quoi que ce soit dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, il y a à travers cette garantie la possibilité de percevoir des indemnités journalières qui viendraient compenser la perte de salaire justement liée à un arrêt de travail, lié à un accident du travail, une maladie professionnelle, et tous les soins qui sont liés à cet accident de travail ou maladie professionnelle sont pris en charge à 100% par la CFE. Donc c'est exactement le même système qu'en France, mais à l'étranger. Je passe assez vite parce que je crois que j'ai très peu de temps et il faut que je laisse un peu de temps à mon collègue. Et enfin, la dernière garantie qui est pas des moindres, c'est l'assurance retraite. Donc la CFE est le seul organisme, la seule entité à pouvoir permettre aux salariés, donc encore une fois, c'est une garantie qui concerne que les salariés, de cotiser à la retraite française dans les mêmes conditions que si on était resté travailler en France. Ça veut dire qu'en cotisant à la CFE, on cotise à la fois pour alimenter son compteur de trimestre, mais également pour prendre en compte dans le calcul de la pension les salaires perçus à l'étranger. Donc, si toutefois les salaires perçus à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire, du coup, ils seront pris en compte dans le calcul de la pension en cotisant à la CFE. Donc, quand je dis que c'est dans les mêmes conditions, c'est qu'on peut avoir dans certains pays des équivalents, notamment des accords bilatéraux signés entre la France, donc de sécurité sociale, signés entre la France et le pays étranger, mais qui ne permettent pas de cotiser dans les mêmes conditions. Ça permettra juste de continuer à alimenter son compteur de trimestre, mais pas de prendre en compte les salaires perçus s'ils faisaient partie des 25 meilleures années de salaire. Et puis, l'avantage de la CFE par rapport à cette convention, c'est que on peut si on fait une carrière multi-pays et que dans les pays que l'on a choisi d'expatriation, il y a donc c'est autant de pays qu'il n'existe de conventions. Ce que je viens de vous expliquer sur le fait de pouvoir alimenter son compteur de trimestre français ne peut être fait qu'une fois. Ça veut dire que donc si on a fait 2 pays où il existe une convention, vous ne pourrez en choisir qu'un. Et en fait, c'est même pas vous qui choisissez, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui choisira et elle prendra la période la plus longue. Donc ça peut, indirectement, il est possible que ça vous crée un trou dans votre carrière française. Mais donc tout ça est exposé sur notre site internet, sur les slides. Et puis si vous avez besoin de plus de
de renseignements, on est là et il y aura nos coordonnées à l'issue de cette présentation. Et le dernier point qu'on oublie souvent, c'est le conjoint qui accompagne donc la personne principale à l'étranger, donc qui en général démissionne de ses fonctions en France et qui part à l'étranger, ne trouve pas nécessairement tout de suite un travail. Donc là, pourrait avoir un trou dans sa carrière de retraite. Sachez qu'il est possible avec la CFE de continuer à cotiser à la retraite, même si on n'exerce pas d'activité salariée à l'étranger. Donc c'est pour éviter aux conjoints suiveurs, donc on appelle ces personnes-là des conjoints suiveurs, de ne pas avoir de trou dans leur carrière. Voilà, donc la carte vitale, j'en ai parlé, je vais pas plus rebondir. Donc voilà, donc tout ce que je viens de vous présenter, ça concerne ce qu'on appelle la sécurité sociale, la partie de base. Et donc je vais céder la parole à Alexis pour la partie complémentaire. Alors, si je peux me permettre une toute petite parenthèse sur les pays qu'on a parlé, on peut peut-être rajouter dans la liste la Malaisie, qui est un pays super dynamique, parfaitement anglophone, d'un niveau d'éducation élevé, tout près de Singapour, donc il bénéficie du dynamisme de Singapour. Donc c'est un vrai petit dragon. Et puis pour revenir sur le Vietnam, que je connais un peu pour y avoir vécu aussi, mais il y a 30 ans, le nouveau Premier ministre parle de secouer l'administration et de se séparer de 100 000 fonctionnaires. Et donc, peut-être que dans quelques années, les freins administratifs seront moins là. On ne sait pas, en tout cas, c'est un pays super dynamique et qui bouge vite. Donc, peut-être que dans 1 an, 2 ans, les choses auront beaucoup changé. Malakoff Humanis, en 2 mots, nous sommes ce qu'on appelle un groupe paritaire de protection sociale, un paritaire mutualiste, puisque nous avons 2 métiers. Le premier, c'est un métier de service public, entre guillemets, puisque nous gérons la retraite complémentaire des salariés du privé, les régimes Agirc-Arrco, donc qui sont des institutions à but non lucratif. Donc c'est le 2e pilier de la retraite des salariés, la base, on vient en parler, et vous avez le régime Agirc-Arrco. C'est l'Agirc-Arrco qui apporte le gros de la pension d'un cadre, en gros, c'est les 2 tiers. D'où l'importance éventuellement de cotiser. Donc ça, c'est un premier métier de Malakoff Humanis. Et l'autre métier, qui est un métier concurrentiel, c'est l'assurance de personnes. Donc c'est les couvertures santé-prévoyance. Bien sûr, surtout en France. Nous sommes 10 000 salariés en France. Et cette activité de retraite complémentaire et d'assurance santé-prévoyance, on en fait aussi bénéficier aux expatriés. Et là, à une plus petite échelle, puisqu'on est une 60aine à nous occuper de cette population par rapport aux 10 000 salariés du groupe. Alors, juste un mot, parce que c'est quand même une fierté. Malakoff Humanis, c'est un groupe paritaire et mutualiste, c'est-à-dire à but non lucratif. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous ne rémunérons pas d'actionnaires. Et on dit paritaire parce qu'une grande partie de notre structure est pilotée par les partenaires sociaux. Donc, ce sont, dans nos conseils d'administration, ce sont les représentants des salariés et des employeurs qui sont au conseil d'administration, et les mutuelles, ce sont aussi des organismes d'assurance à but non lucratif. Alors, je rappelle l'expatrié, le terme expatrié qu'on utilise depuis le début, c'est l'expatrié au sens de la sécurité sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui quitte la France et qui est plus rattaché au système obligatoire français. Vous cessez d'être attaché dès lors que vous quittez la France et que vous n'y travaillez plus. En gros, pour résumer. Ce n'est pas parce que sur votre carte vitale, il y a écrit que vous êtes couvert jusqu'en 2028 que vous serez couvert si vous allez habiter à Singapour. Non. Dès lors que vous ne travaillez plus en France, vous ne résidez plus en France, sauf exception, notamment le détachement, mais là, il faut être envoyé par une société française. Donc, sauf exception, vous quittez la France pour aller vivre, travailler, étudier à l'étranger, vous n'avez plus de sécu française. Bon. Encore une fois, ça, c'est très important. Il ne faut pas se dire, si j'ai un pépin, la sécu, non. Si vous avez un pépin, vous ne serez plus couvert. Voilà. Alors, vous serez couvert. Alors, définition de l'expatrié telle qu'on l'entend, c'est celle-là. Parce que communément, quand on parle des expats, on parle des gens qui ont un contrat de travail avec une société française, mais ce n'est pas ce sens-là qu'on utilise. Et le détaché, j'en ai très rapidement parlé, c'est un salarié en France qui est envoyé temporairement par son employeur à l'étranger. Quand on est entrepreneur, quand on veut être entrepreneur, généralement, on est
on n'est pas détaché parce que c'est à titre personnel qu'on va à l'étranger pour créer quelque chose. Et on n'est souvent pas non plus salarié. Excusez-moi. Encore que en France, on peut difficilement être entrepreneur et salarié de son entreprise. Enfin, il y a des exceptions, mais la règle, c'est pas ça. À l'étranger, ça dépendra des règles de chaque pays. Voilà pour la partie détachée. Je le rappelle, je viens de le dire, hein, mais c'est les limites territoriales de la couverture française. Hein, dès lors que vous quittez la France, vous n'êtes plus couvert. Et là, bien, soit vous êtes satisfait du régime du pays dans lequel vous êtes, quand il y en a un, soit vous ne l'êtes pas, et vous êtes prévenant, et vous dites, je vais m'assurer, je vais prendre une couverture santé et prévoyance ou retraite, au cas où. Alors, bon, grosso modo, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est ont commencé à mettre en place des régimes de sécurité sociale obligatoires. Le Vietnam l'a fait récemment. Enfin, il en existe partout. Ce n'est pas des systèmes forcément comparables à ceux qu'on a en France. Souvent, ce sont des systèmes où la prise en charge n'est pas terrible. Et puis, on peut trouver des systèmes où ça vous permet d'être couvert dans les réseaux publics, mais qui ne sont pas forcément d'un niveau très satisfaisant. Et donc, si vous allez dans le privé, ça vous coûtera plus cher, d'où la nécessité parfois de se dire, si je ne veux pas dépendre uniquement du régime de sécurité sociale dans lequel je suis, il faut que je garde ma couverture. Enfin, il faut que je prenne une couverture. Alors là, vous avez plusieurs possibilités aussi. Vous pouvez prendre une assurance privée localement. Il y en a, mais la plupart du temps, ils vont vous assurer que pour les frais dans le pays dans lequel vous êtes. Et sinon, il y a le système dont on parle, avec la CFE et une complémentaire, qui a l'avantage, généralement, de vous couvrir dans le monde entier et qui a l'avantage d'être des couvertures spécifiques pour les expats, avec un certain nombre de services, je vais rapidement en parler, dédiés. Voilà, donc après, le choix, il doit être fait la plupart, si possible, avant le départ. Alors, je rappelle juste que la santé, je ne vais pas comparer la santé avec une voiture, mais je pourrais presque le faire. C'est-à-dire que ça ne vient pas à l'idée de grand monde, ou presque, de conduire une voiture si elle n'est pas assurée. La santé, c'est pareil. Ce n'est pas quand on est malade qu'il faut s'assurer, parce que là, l'assureur, il dit non. Voilà. C'est comme une voiture, vous n'assurez pas votre voiture quand vous avez eu votre accident, l'assureur va dire non. En santé, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on est jeune et en bonne santé, on se dit pas besoin, mais c'est le jour où il y a un gros pépin qu'on se dit mince, je ne suis pas couvert. Et alors, la dernière chose, c'est que si vous attendez avant de vous couvrir, vous aurez plus de bâtons dans les roues de la part des assureurs parce qu'ils n'aiment pas trop. Ils vont être suspicieux puisqu'ils vont se dire si la personne, ça fait 2 ans qu'elle est là-bas et qu'elle s'assure maintenant, c'est qu'en fait, elle est malade. Voilà. Et quand nous, on assure, la CFE, c'est pareil, on assure quelqu'un pour un risque à venir, mais pas un risque avéré. Voilà, et on assure un aléa. S'il n'y a plus des aléas, nous, on n'arrive plus à équilibrer nos comptes parce qu'on n'a que des gens malades. Voilà. Donc, ça ne marche pas comme ça, l'assurance. Donc, malheureusement. Donc Rachida l'a dit, donc à la CFE, il n'y a pas de limite, mais quand même, si vous êtes déjà à l'étranger, vous pourrez avoir un délai de carence. Et chez les assureurs complémentaires, vous serez susceptible d'avoir un questionnaire médical pour évaluer le risque que prend l'assureur à vous couvrir. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en bonne santé que demain tout peut bien se passer. Un accident, ça peut être dramatique et pas non plus être catastrophique, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais d'accident, qui restent toute leur vie en bonne santé. Mais faut le prévoir en tout cas. Si on... Et si je peux me permettre, c'est vrai que le premier réflexe aussi souvent, c'est quand on tombe malade, c'est de se dire je vais rentrer en France et je vais être couvert. Idée reçue. Quand on rentre en France, il y a un délai de carence par la sécurité sociale qui peut aller jusqu'à 3 mois. Et donc, si on est déjà malade et qu'on a besoin de se faire soigner, c'est aussi à votre charge. Donc, c'est d'où l'importance d'être couvert dès le départ et jusqu'à son retour en France, en fait. Voilà, donc c'est les lois PUMA qui ont été mises en place il y a quelques années, qui disent que toute personne résidente en France doit être couverte, quelle que soit sa situation. Mais effectivement, quand on vient de l'étranger, notamment dans les pays qui n'ont pas de convention de sécu avec la France, ce qui est le cas de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est,
eh ben, vous ne serez pas couvert automatiquement et parfois même, ça peut être sous condition de ressources. Donc, bon, voilà, il ne faut pas se dire la Sécu, youpi, voilà. Voilà. Et puis, en ce moment, de toute façon, les cordons de la bourse vont être serrés, donc il n'y aura pas plus de générosité. Il ne faut pas attendre plus de générosité. C'est un système qui est déjà déséquilibré. Donc, les risques couverts chez Malakoff Humanis et au sens large du terme, donc retraite de base, CFE, nous, on assure la retraite complémentaire pour les salariés uniquement. Donc, les entrepreneurs qui n'ont pas le statut de salarié, c'est comme en France, c'est à eux de mettre de l'argent de côté. Bon, alors éventuellement bénéficier du régime de sécurité sociale dans lequel ils seront, mais il ne faut pas s'attendre à avoir une méga retraite si vous êtes au Vietnam. Encore que, avec un taux de croissance de 8% par an, dans 20 ans, ça sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est quand même des systèmes qui se mettent en place doucement. Peut-être que Singapour est un peu différent. Néanmoins, la problématique qu'on peut avoir avec les régimes de retraite de ces pays, c'est l'exportabilité des droits. En France, on exporte les droits, ça fait partie de la loi. Quand on dit exporter les droits, c'est-à-dire que si vous allez vivre votre retraite à l'étranger, il n'y a pas de problème, votre pension continuera de vous la verser. Mais certains pays peuvent très bien dire, OK, nous, on verse une pension de notre pays qu'aux gens qui sont résidents dans notre pays. Alors, je ne connais pas la réglementation des pays qu'on a évoqués, mais ça existe. C'est le cas, par exemple, du Japon. Ça peut être le cas. Alors, sinon, vous pouvez avoir d'autres barrières fiscales, c'est-à-dire que la pension est amoindrie si vous n'êtes pas fiscalement résident dans le pays. Voilà. Donc, faut avoir ça en vigilance en se disant, même si j'ai sur place un bon régime de retraite, il faut voir, quand je serai à la retraite, si je pourrais facilement l'utiliser. Voilà. Donc là, donc nous, on propose une continuité pour les salariés. Sinon, il existe des régimes par capitalisation, mais ça, on ne propose pas. Santé-prévoyance, on va couvrir en complément de la CFE le risque santé, le risque de prévoyance. La prévoyance, c'est l'arrêt de travail, Rachid en a parlé, plus le décès. C'est pour les familles essentiellement. On verse un capital en cas de décès. Et puis, sachez que vous pouvez, si vous êtes salarié à titre volontaire, cotiser à l'assurance chômage, à France Travail, ce qui vous permettra, en cas de licenciement et de retour en France, de bénéficier d'une assurance chômage. Ça se fait à titre volontaire. Bon, tout ça, ça peut coûter cher. En France, l'employeur, il paye à minima 60% de ses charges, voire plus sur certains risques, c'est entre 60 et 75%. Là, si vous êtes seul à l'étranger, c'est à vous de tout payer. Donc, soit vous réussissez à négocier avec un employeur qui prenne une partie, soit vous négociez un très bon salaire pour payer votre part en totalité, soit vous faites des arbitrages parce que vous dites je ne peux pas tout prendre, et c'est là où nous, on peut vous aider en fonction de votre pays, de votre situation, de votre rémunération, de vos priorités, et c'est là où on va vous conseiller de prendre telle ou telle couverture, tel ou tel risque, tel ou tel niveau de couverture. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être couvert à 100%, super bien. Voilà, vous pouvez prendre une couverture basique. Nous, notre couverture basique, c'est en complément de la CFE que l'hospitalisation. Voilà, donc, c'est-à-dire que si vous allez chez le médecin, vous aurez un remboursement CFE. Comme en France, vous aurez vos 18 € ou 20 €. Voilà. Et au Vietnam et en Malaisie, ça peut suffire. Hein. Par contre, vous serez couvert à 100% et nous, 0. Et par contre, si vous avez une hospitalisation, c'est 100% des frais réels. Voilà. Et puis, la garantie maximum, là, c'est 100% des frais réels avec des plafonds très, très, très élevés. Mais là, on va les réserver pour des pays très chers, comme le plus cher au monde étant les États-Unis. Voilà. En Asie, nous, on va plutôt conseiller des couvertures moyennes ou intermédiaires. Il n'y a pas besoin d'avoir des niveaux de couverture très élevés. Ce ne sont pas des pays, aujourd'hui en tout cas, qui sont très très chers. Après, il faut être vigilant. Et c'est là, nous aussi, où on intervient. Il faut être vigilant parce que dans un certain nombre de cas, la santé peut être considérée comme du business. Voilà. Et une hospitalisation, il faut être vigilant. Il faut vérifier que si c'est adéquat, si c'est un bon hôpital, si les prix ont été négociés. Mais c'est là où nous, on peut intervenir. Et voilà, le cost containment et la négociation des tarifs sont habituels dans un certain nombre de pays, notamment en Asie, pour faire baisser la facture. Voilà. Et là, j'ai repris un peu la transposition de la protection sociale. Alors, ça, c'est pas disponible pour tout le monde, mais quelquefois, il faut être salarié pour pouvoir garder cette protection sociale. Mais vous avez
Voilà, les principaux risques auxquels vous avez droit quand vous êtes en France et leur équivalent lorsque vous êtes à l'étranger. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et maintenant, s'il y a des questions. Oui. Je vais juste conclure avant de répondre aux éventuelles questions. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il faut prévoir avant de partir. On ne fait pas sur place, on fait avant, si j'ai bien compris. Il faut se protéger, il faut protéger sa famille, il faut anticiper quand même les risques qu'on prend pour soi, pour sa famille, pour son conjoint. C'est très, très important de bien comprendre ça. Et voilà, renseignez-vous aussi beaucoup sur les pays. On a donné les grandes lignes des pays, etc., notamment avec des accords bilatéraux, etc. Mais voilà, il faut vraiment se renseigner sur la réglementation sur place, sur les barrières, les freins, et évidemment tout ce qui est protection sociale. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait des questions. Alors, la première question qui a été posée, c'était sans doute plus sur la partie que tu as présentée. Oui. Combien d'expatriés français en Asie du Sud-Est? Est-ce qu'on a une idée, et en particulier au Vietnam, est-ce qu'on a une idée du chiffre? Oui, alors les chiffres en fait varient en fonction parce que quand on est français, on conseille fortement de s'inscrire au registre consulaire pour être suivi et pour être officiellement répertorié français de l'étranger. Donc on estime à peu près 1 million de Français qui sont en région Asie et au Vietnam, si je ne me trompe pas, c'est plutôt 10 000 personnes. Voilà, principalement, il me semble aussi plutôt à Ho Chi Minh Ville, Saigon, que l'autre grande ville, Hanoï. Et sur la partie protection sociale, donc on parle de la protection des salariés. Sur les autres statuts, type retraité, étudiant, même quelqu'un qui serait en recherche d'emploi, quel type de protection peut être apportée à ces personnes? Alors, je pense que ça concerne un peu la CFE. C'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté. J'ai insisté sur les garanties accident du travail et retraite, que c'était des garanties qui concernaient exclusivement les salariés. En revanche, sur la santé, il n'y a pas de statut particulier. On couvre vraiment tout le monde, les étudiants, les retraités. D'ailleurs, on a un produit spécifique pour les retraités, un produit spécifique pour les jeunes, mais qui couvre globalement tout le monde et partout dans le monde. Et pour la complémentaire, on a 2 niveaux de couverture. Une pour les retraités, donc spécifiquement pour les expatriés retraités, et une autre pour tout le monde, salariés, non salariés, actifs, inactifs, étudiants, avec plusieurs niveaux de garantie qui permet justement de répondre au statut et aux besoins de chacun. Juste dire un tout petit mot sur la couverture santé, ce qu'elle a de spécifique par rapport à la France. Chez nous, mais comme chez nos concurrents, c'est qu'elle inclut la plupart du temps un certain nombre de services, notamment d'assistance, donc évacuation sanitaire, prise en charge hospitalière, des choses comme ça qui permettent d'éviter d'avoir des avances à faire, d'être rapatrié s'il faut, des garanties de responsabilité civile, un certain nombre d'assurances, bagages et autres liés à l'assistance, et puis la plupart du temps, tout un service de négociation tarifaire qui sont importantes parce que c'est ça qui permet de garder des tarifs pas très élevés. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi la question du nomade digital. Est-ce que dans quelle catégorie ce type de personne peut se placer? C'est plutôt entrepreneur, j'imagine, en termes de protection sociale? Alors, en fait, ça va dépendre des garanties pour lesquelles on parle. Sur la partie santé, il n'y a pas de différence de statut. En fait, ce qu'on disait sur la partie sécurité sociale, c'est conditionné à son pays de résidence. À partir du moment où on vit en France, la sécurité sociale est obligatoire, on y est affilié d'une manière ou d'une autre de manière obligatoire. À partir du moment où on va s'installer à l'étranger, de manière, alors même si on fait plusieurs pays, mais à partir du moment où on quitte le territoire français, là, on n'est plus assuré à la sécurité sociale française. Et donc là, soit effectivement, on s'assure au niveau local, parce qu'il y a parfois, c'est ce qu'on disait à l'étranger, il y a des systèmes de sécurité sociale qui sont aussi obligatoires, mais on peut également se couvrir auprès d'assurances privées ou de la CFE. Et je rajouterai pour le nomadisme, ça dépend tout à fait du statut. Je veux dire, si votre entreprise vous autorise
aller travailler 3 mois à Bali et qu'elle vous dit je continue à vous couvrir en tant que détaché ou comme une mission, bah, vous serez couvert. Voilà. Donc ça dépend quel est l'employeur, si on est employé ou pas, si on est en freelance ou pas. Mais la règle, c'est celle qu'a dit Rachida. À partir du moment où on quitte la France, normalement, on n'a plus de couverture en France. Est-ce que peut-être on peut poser des questions dans la salle? Moi, j'ai une petite question. Mettons, on fait une grossesse à l'étranger, il vaut mieux donc qu'on accouche dans son pays de résidence à l'étranger que de revenir en France. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ceux qui sont en ligne, donc la question porte sur l'accouchement à l'étranger. Alors, on ne va pas se positionner là-dessus. J'ai envie de dire, encore une fois, tout dépend du pays dans lequel vous allez. Il faut quand même pas négliger que dans certains pays, il peut y avoir la barrière de la langue. Hein, c'est pas évident. On peut être complètement bilingue dans une langue, mais d'exprimer ces mots au-delà d'une grossesse, hein, mais c'est pas toujours évident. Donc, c'est ce que j'expliquais. Nous, nos produits intègrent quasiment tous la possibilité de revenir se faire soigner en France. Donc, le faire le suivi d'une grossesse en France et l'accouchement en France, c'est tout à fait possible en étant couvert par la CFE. Mais aussi, tout aussi bien d'ailleurs de faire le suivi de grossesse ou l'accouchement à l'étranger, c'est aussi pris en charge, mais dans les conditions de l'équivalent de remboursement en France. En fait. Mais dans ce cas-là, il faut faire une déclaration à un moment donné oui. Pour indiquer et s'inscrire dans une maternité. Oui, alors ça c'est une très bonne question parce qu'en fait en France, nous on le voit régulièrement. En France, lorsqu'on a une maternité, qu'on est salarié, c'est souvent l'employeur qui s'occupe des démarches administratives. Là, il ne faut pas oublier que bien souvent, il n'y a pas d'employeur derrière, mais qu'on fonctionne comme en France. Ça veut dire que ce sera à vous d'effectuer les démarches. Donc, c'est effectuer une déclaration de grossesse. C'est ce que j'expliquais. Ça se fait de manière très fluide par le biais de notre espace dématérialisé. Donc, vous pouvez le faire à tout moment. Et par également le biais d'un médecin à l'étranger. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai 3 points à dire sur la maternité. Le premier, c'est qu'il peut y avoir un délai de carence si vous prenez une couverture trop tard. Donc là, c'est pareil, il faut être vigilant. C'est le cas aussi pour la CFE. Voilà, c'est pas quand on devient enceinte qu'il faut s'assurer, c'est avant. Donc, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, vigilance, il faut le prévoir avant. Le deuxième élément de réponse sur la qualité des soins. J'allais dire, maintenant, partout en Asie du Sud-Est, vous avez des maternités et des hôpitaux de qualité. Je veux dire, au Vietnam aussi. Hein, enfin, bon, alors moi, j'y étais il y a 30 ans. Il y a peu de femmes qui accouchaient au Vietnam, mais aujourd'hui, je pense que ça poserait aucun problème. Donc là, pour moi, il y a pas de sujet sur la question d'accoucher à l'étranger. Et le troisième point, c'est que nous, par exemple, dans les services qu'on propose, on propose une appli dédiée à la maternité qui permet d'avoir des contacts avec des sages-femmes dans le monde entier, francophones ou autres, et qui vous permet de faire du coaching et du suivi de votre maternité, mais avec une sage-femme française. Voilà. Donc voilà, un certain nombre de services comme ça qu'on peut proposer pour la maternité à l'étranger. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés, si je puis dire. J'en profite aussi sur le petitjournal.com. Il y a beaucoup d'articles, notamment sur la santé, notamment sur vivre sa grossesse à l'étranger et notamment vivre sa grossesse en Asie et en Asie du Sud-Est. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le petitjournal.com. On a beaucoup de témoignages de mamans qui en parlent et effectivement, le système de santé là-bas est de grande qualité. J'ai d'autres questions pour toi, Capucine. Au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que, pour en savoir plus sur les modalités, comment entreprendre, en particulier au Vietnam, est-ce que c'est auprès des conseillers de commerce extérieur que les entrepreneurs peuvent se tourner, vers qui obtenir le maximum de conseils? Alors, bon, sans être une grande experte, bien sûr, je pense qu'on en revient à ça, mais il faut se renseigner en amont sur les types de visas.
sur les types de statuts d'entreprise, quelles entreprises sont possibles, le minimum du capital à investir dans tel ou tel pays, les conditions, est-ce qu'il faut avoir un partenaire local ou non. Ça aussi, c'est très, très important de le savoir en amont. On ne va pas aller débarquer dans le pays sans avoir un sponsor. Il y a des pays qui demandent des sponsors locaux. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment se renseigner le plus possible. Se renseigner aussi auprès des réseaux d'entrepreneurs, hein, ceux qui ont déjà tenté leur chance. Témoignages d'entrepreneurs, je pense que c'est très important. Ils vont revenir sur leur retour d'expérience, sur leurs freins. Et puis, on parlait des conseillers du commerce extérieur, de la Team France Export. Il faut quand même avoir conscience que ces acteurs aident un peu plus grosses structures, plutôt TPE, PME, filiales. Il n'empêche qu'évidemment, ils accompagnent aussi les entrepreneurs, mais là, pour le coup, eux, ils sont sur place, ils sont en physique. Les chambres de commerce ont des bureaux sur place où on peut se rendre, Business France aussi. Et là, voilà, c'est une fois qu'on y est, une fois qu'on a fait son business plan, sa stratégie, qu'on a bien réfléchi en amont sur le projet. Je pense que on ne perd rien à contacter les chambres de commerce locales. Hein. La chambre de commerce franco-vietnamienne, par exemple, elle peut sans doute aider et il ne faut pas hésiter à le faire. Et est-ce que tu sais si le secteur du design fait partie des domaines d'activité bien représentés en Asie du Sud-Est? C'est une très bonne question. Alors, j'ai juste écrit quelque chose pour présenter cette présentation. J'ai lu que notamment le design dans un des pays, je ne sais plus lequel, avait besoin d'un partenaire local. Donc, voilà, typiquement, c'est une information que je suis allée rechercher pour présenter cette conférence. Et c'est une information que, voilà, il faut aller creuser en amont. Je n'ai pas de chiffres sur les tendances du design. À mon avis, textile, tout ce qui est textile marche plutôt bien en Asie du Sud-Est. Mais voilà, je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas de chiffres plus précis à donner. Et une question plus générale, à partir de combien de temps est-on considéré comme un expatrié? Peut-être c'est plus sur la partie... Il n'y a pas de... Enfin, l'expatrié au sens de la Sécu, comme on l'entend, il n'y a pas de temps. À partir du moment où vous quittez la France, et que vous n'y résidiez plus et vous n'y travaillez plus, dès le lendemain, vous êtes expat. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, le lendemain, vous avez un accident, vous n'êtes plus couvert par la Sécu. Voilà. Alors, vous pourrez toujours dire j'étais en voyage, en tourisme, mais bon, allez, peut-être que la Sécu verra rien. Mais c'est 6 mois après, peut-être que la Sécu dira mais vous faisiez quoi au Vietnam, quoi. Voilà. Et puis, vous n'êtes plus en France, on ne vous connaît pas. Ouais. Enfin, globalement, c'est à partir du moment où on a une résidence principale qui est ailleurs qu'en France. Et c'est souvent, en fait, on fait souvent l'amalgame, mais il y a deux droits différents. Donc, il y a le droit social, donc qui sont les propres règles de la sécurité sociale, et à ne pas confondre avec les règles fiscales aussi. Elles peuvent être différentes. On peut très bien être résident à l'étranger et payer des impôts en France parce qu'on a gardé des biens immobiliers ou autres. Donc, et souvent, on entend des personnes qui nous disent je ne suis pas expat parce que je paye des impôts en France. C'est complètement différent. Donc, vraiment, la sécurité sociale est conditionnée à la résidence principale. Oui, ça c'est fondamental. La résidence fiscale est déterminée par la convention fiscale entre la France et le pays d'accueil. Bon, généralement, c'est des modèles OCDE assez classiques et la plupart du temps, c'est là où on travaille, quand on travaille. C'est pas très compliqué. Mais la convention fiscale, elle est là justement pour éviter une double imposition, pour dire dans quel cas c'est tel pays, tel pays. Voilà, alors que la partie sociale, comme Rachida l'a dit, c'est généralement le lieu de résidence. Mais après, vous pouvez être entrepreneur en France et avoir des périodes de travail, je sais pas moi, de 3 ou 4 mois à l'étranger. Donc là, est-ce que ça vous fait de vous un expat? Ça sera à vous de prévenir la sécurité sociale pour dire que vous êtes temporairement hors de France pour continuer à être couvert par la France. Voilà. Si vous continuez à avoir une activité en France et si votre déplacement est lié à cette activité. Voilà, donc il faut distinguer, il faut regarder vraiment au cas par cas quelle est la situation et le statut de la personne qui se déplace. Comment être rattaché au système social français? Quelles sont les démarches? Alors, normalement, quand vous quittez la France, vous êtes censé rendre votre carte vitale, déjà, sauf si vous gardez la CFE, puisque la CFE vous permet d'utiliser la carte vitale.
Après, je pense pas qu'il y ait d'autres démarches. Si. En réalité, si, elle est très peu connue. Il y a un formulaire à compléter. Donc, en fait, c'est se rapprocher de sa caisse de sécurité sociale, de son lieu de résidence. Il y a un formulaire à compléter pour prévenir effectivement sa caisse de sécurité sociale qu'on va être expatrié et donc on ne va plus dépendre de la sécurité sociale française. Et c'est pareil, en fait, il n'y a pas de communication. Si vous faites le choix de la CFE, il y a une démarche à faire, il y a un bulletin d'adhésion à compléter auprès de la CFE ou auprès de notre partenaire, puisqu'on est en ce qu'on appelle un guichet unique d'adhésion. Donc, vous pouvez faire l'adhésion à la CFE en passant par Malakoff Humanis. Donc, c'est pas parce que vous avez déclaré à la sécurité sociale française que vous partez en expatriation qu'ils vont nous le dire et que vous allez être affilié chez nous. Donc, la démarche vient de vous. Et c'est pareil pour le retour en France. Nous, si vous êtes affilié à la CFE, il n'y a pas de communication avec la sécurité sociale. Ce sera à vous d'informer la caisse de sécurité sociale de votre lieu de résidence pour les informer que vous êtes revenu vivre en France. Donc voilà, donc les démarches, elles ne sont pas automatiques, elles ne sont pas fluides. Il y a vraiment des démarches à effectuer de votre propre chef. Ok, merci beaucoup. Alors, les questions affluent. Alors là, c'est plus, je ne sais pas si vous pouvez répondre, si c'est plus sur les allocations chômage. Quelqu'un qui veut partir chercher du travail à l'étranger, potentiellement qui touche des allocations chômage en France, est-ce qu'il peut continuer à en bénéficier, le temps de s'installer dans le pays? Alors là, c'est une personne qui souhaite entreprendre dans le pays. Donc, moi, j'ai l'info pour avoir déjà fait des recherches dessus. Dites-moi si je me trompe, mais en fait, ça stoppe les droits du chômage à partir du moment où vous partez à l'étranger. Vous avez déclaré à France Travail que vous partiez. Par contre, ça les met en pause. Si vous partez moins de 4 ans. Ça va peut-être changer d'ailleurs, peut-être. Mais voilà, si vous partez moins de 4 ans, c'est-à-dire que si vous rentrez sous 4 ans, voilà, vous récupérez vos droits au chômage en rentrant, comme si vous étiez parti, comme s'il y avait eu une pause dans le temps. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et je vous conseille fortement de vous renseigner auprès de France Travail aussi. Ouais, pour moi, la condition de versement des allocations est liée à une recherche d'emploi en France. Donc, effectivement, à partir du moment où on ne recherche plus d'emploi en France, ça va s'arrêter. C'est pas impossible qu'il y ait une certaine tolérance sur les conjoints suiveurs en démission. Dans certains cas. Oui, voilà. Mais France Travail, la règle, c'est quand même que si on ne cherche pas d'emploi en France, France Travail va arrêter le versement de l'allocation. Et du coup, je rebondis, c'est pareil pour la caisse d'allocation familiale. Les personnes qui perçoivent des indemnités de la caisse d'allocation familiale, ça s'arrête à partir du moment où on quitte le territoire français. D'ailleurs, ça fait partie de la sécurité sociale en France et nous, on ne le transpose pas côté CFE. Parce que j'ai entendu très récemment une pension qui permet dans les pays européens d'avoir 3 mois d'allocation. Si on va chercher du travail, par exemple, oui, alors monsieur parle toujours du chômage pour l'Union européenne. Il y a effectivement des règlements européens, puisque il faut savoir que les risques sociaux sont très bien encadrés au sein de l'Union européenne et des règlements qui expliquent très bien quel est le droit applicable, comment garder les bénéfices des couvertures qu'on a eues dans le pays qui totalisent toutes les périodes d'assurance, alors, contrairement à une convention de sécurité sociale comme Rachida l'a dit, qui ne marche pas entre 2 pays. Si vous avez travaillé dans plusieurs pays de l'Union européenne, il y a bien totalisation de vos trimestres pour la Sécu, donc il n'y a pas de perte. Et effectivement, il y a cette souplesse, je crois, de 3 mois. En Union européenne, hein, c'est ce que oui, vous oui. disiez. Dans l'espace économique, même au sens large, l'espace économique européen. Après, j'ai une question qui revient, mais pour moi, la logique est de savoir si on peut s'installer au Vietnam si on est sans emploi en France pour pouvoir trouver un emploi au Vietnam. Pour moi, il faut aussi un visa de travail pour pouvoir travailler dans un pays hors Europe. C'est difficile de répondre à votre question en l'état. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire ces recherches d'emploi en amont, en tout cas se renseigner au moins en effet sur les visas. Est-ce qu'il y a sûrement des conditions Moi, je ne connais pas un pays qui autorise un rechercheur d'emploi à venir comme ça. Après, il ne faut pas se cacher aussi que la plupart des gens, ils y vont en tant que touristes, ils trouvent un boulot et ils régularisent après. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de cas. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Donc, le sujet de l'immigration est un vrai sujet sur lequel il faut être vigilant. En tout cas, à mon époque au Vietnam, c'était pas très compliqué.
Mais dans d'autres pays, ça peut l'être. Il peut y avoir des règles très strictes, comme nous, on a en France, hein, pour protéger le marché de l'emploi local. Encore une fois, on a 2 correspondants, lepetitjournal.com, qui sont basés au Vietnam, qui font régulièrement des articles sur comment s'installer au Vietnam, comment travailler au Vietnam, comment entreprendre au Vietnam. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Bon, je crois qu'on va arrêter là le live. Si jamais il y a des questions encore dans le public, n'hésitez pas. Mais on va terminer le live. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci. Un dernier mot avant de terminer. Merci beaucoup pour votre attention. Un petit mot? Ouais, juste le dernier mot de la fin. On a beaucoup parlé du fait de vraiment se préparer et donc d'effectuer les bons choix. Moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que